Imaginez-vous descendu dans les entrailles de la Terre, là où le silence règne et où chaque respiration résonne comme un écho inquiétant. Aujourd'hui, nous plongeons dans 3 récits glaçants de spéléologie qui ont basculé dans l'horreur. Ces histoires vraies révèlent comment la fascination pour les profondeurs souterraines peut se transformer en cauchemar mortel. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous faire réfléchir à 2 fois avant d'explorer les mystères cachés sous nos pieds. 20 juin 2015, forêt de Singhampton en Ontario. Seth Miller, trentenaire passionné de nature sauvage, décide d'explorer seul une crevasse inconnue au cœur d'un parc naturel. Cette fissure dans la roche, à peine visible, ne mesure que 50 cm de large. Armé uniquement d'une lampe frontale et de sa curiosité dévorante, Seth n'a prévenu personne de son expédition solitaire. Erreur fatale numéro 1. La descente commence bien. Seth se glisse dans cette cicatrice de pierre, fasciné par ce monde souterrain vierge. Mais rapidement, les parois se resserrent autour de lui comme un étau. À certains endroits, le passage ne fait plus que 38 cm de large. Ses épaules frottent contre la roche froide et humide. L'adrénaline pulse dans ses veines, tandis qu'il progresse centimètre par centimètre dans cette prison naturelle. Soudain, un éperon rocheux lui barre la route. Seth évalue la situation et décide sagement de faire demi-tour. Mais la montagne a d'autres projets pour lui. En tentant de remonter, il pose le pied sur une saillie rocheuse qui semblait solide. La pierre, rongée par des millénaires d'érosion, se désagrège sous son poids. Dans un craquement sinistre, cette chute de 11 mètres dans les ténèbres absolues, l'impact est brutal. Son corps percute les parois rocheuses avant de s'immobiliser, coincé dans une faille étroite. Conscient mais prisonnier, Seth réalise l'ampleur de sa situation. Il est coincé à seulement 5 mètres et demi de l'entrée, mais plusieurs mètres sous la surface. Ses cris de détresse résonnent dans le vide, avalés par la terre elle-même. Les heures s'étirent comme une torture. La douleur lancinante dans ses membres meurtris le tient éveillé tandis que l'hypothermie commence à s'installer. Sa voix s'éraille à force d'appeler à l'aide. Le désespoir s'insinue lentement dans son esprit. Est-ce que quelqu'un l'entendra jamais dans cette tombe de pierre? Miracle. 2 randonneurs tardifs perçoivent des gémissements étouffés provenant du sol. Ils découvrent la faille et aperçoivent une faible lueur au fond du gouffre. Les secours arrivent rapidement, mais le défi technique est colossal. Seth est coincé trop profondément pour une extraction simple, et l'étroitesse du passage complique toute manœuvre. L'opération de sauvetage devient un marathon de 22 heures. Les sauveteurs descendent de l'eau, des barres énergétiques et des couvertures pour maintenir Seth en vie. Ils utilisent des burins pneumatiques pour élargir millimètre par millimètre la prison rocheuse. Chaque coup de burin fait trembler la crevasse. Chaque seconde compte. Enfin, épuisé mais vivant, Seth émerge de son tombeau temporaire. Le coût de l'opération? Plus de 46 000 $. Une leçon coûteuse sur les dangers de l'exploration solitaire. Mais cette histoire n'est rien comparée à ce qui suit. 10e janvier 2010, grotte du lac Millerton supérieur. Paul Morrison, 55 ans, et Eric Burke, 36 ans, 2 spéléologues expérimentés, s'enfoncent dans ce réseau souterrain glacial. Équipés de combinaisons néoprène, ils naviguent entre passages étroits et rivières souterraines. Leur expertise leur donne confiance, mais les grottes ne pardonnent jamais la moindre négligence. Après 1 heure d'exploration, Paul repère un trou vertical de 2 mètres de profondeur, juste assez large pour laisser passer un corps humain. L'appel du vide est irrésistible. « Je vais jeter un coup d'œil rapide », lance-t-il à Eric. Fatal. En descendant tête la première, Paul s'accroche instinctivement à un bloc coincé dans la roche pour se stabiliser. La pierre, maintenue en équilibre précaire depuis des décennies, se libère instantanément. Le bloc s'écrase sur le bras droit de Paul, le coinçant contre la paroi rocheuse. Son corps reste suspendu dans le vide, ses jambes pendant au-dessus d'un gouffre invisible. La douleur est atroce, mais Paul garde son sang-froid. Il sait qu'un mouvement brusque pourrait le précipiter dans l'abîme. Eric, témoin de la scène, comprend immédiatement la gravité de la situation. Son ami est pris au piège, et ils sont à des kilomètres de toute aide. 15 mètres plus haut, Eric évalue froidement les options. Le bloc est trop lourd pour être soulevé directement. Il commence un travail minutieux, utilisant des pierres plus petites comme levier pour réduire la pression sur le bras de Paul. Chaque geste doit être calculé. Une erreur et Paul disparaît dans les profondeurs de la terre. Pendant des heures, Eric s'acharne sur la roche, grattant, soulevant, ajustant. Paul, suspendu dans cette position impossible, sans ses forces déclinées. Heureusement, il parvient à caler son pied dans une fissure, soulageant légèrement la pression sur son bras broyé. C'est l'opportunité qu'attendait Eric. « Je vais bouger la pierre, quand elle bouge, hisse-toi », crie Eric. Paul acquiesce,
Rassemblant ses dernières forces, Eric pousse de toutes ses forces, la roche bouge et glisse. Par réflexe, Eric plonge vers son ami, l'attrapant par la combinaison juste au moment où le bloc s'effondre dans le vide. Les muscles d'Eric tremblent sous l'effort, ses jambes calées contre les parois pour éviter d'être entraîné. Dans un ultime effort surhumain, il hisse Paul jusqu'au rebord. Il s'effondre, haletant. Le bras de Paul est enflé et presque inutilisable, mais ils sont vivants. Le voyage de retour vers la surface devient un calvaire. Eric guide son ami diminué à travers les passages traîtres. Quand ils émergent enfin à la lumière du crépuscule, ils réalisent qu'ils ont frôlé la mort de quelques secondes. Mais le pire reste à venir. 22 février 1975, Bloomington en Indiana. Depuis 3 jours, la pluie tombe sans discontinuer, transformant la région en marécage géant. 3 étudiants, Kim Aldrich, Marsha Boyd et Terry Yoakum, décident malgré tout d'explorer la grotte Salamandre, réputée accessible aux débutants. Seul Aldrich possède une expérience limitée de spéléologie. Pour Boyd et Yoakum, c'est la première fois. Leur équipement est dérisoire. Quelques casques avec lampe à carbure et une simple lampe de poche. Pas de corde, pas d'équipement étanche, aucune connaissance des dangers d'inondation souterraine. À 13 heures, ils pénètrent dans la grotte malgré les conditions météorologiques alarmantes. Mais ils ne sont pas les premiers à s'aventurer dans Salamandre ce jour-là. John Abbott, spéléologue chevronné, ressort justement avec son groupe. En voyant les 3 étudiants, il les interpelle fermement. « N'entrez pas, le niveau d'eau monte dangereusement. » Les jeunes gens balaient sa mise en garde d'un revers de main. Ils se croient invincibles. Quelques minutes plus tard, Cathy Oley, étudiante en biologie, émerge également de la grotte. Elle étudiait la faune aquatique souterraine, mais a dû écourter ses recherches quand l'eau a atteint ses chevilles. Elle confirme l'avertissement d'Abbott, mais là encore, les 3 amis ignorent ses conseils. Leur témérité va leur coûter la vie. À l'intérieur de Salamandre, la situation se dégrade rapidement. Le ruisseau paisible qui serpentait habituellement dans la grotte s'est transformé en torrent furieux. L'eau monte inexorablement, réduisant les espaces respirables à quelques centimètres. Les passages familiers deviennent des pièges mortels. À 20h15, l'inquiétude gagne les familles. Les autorités sont alertées. Michael Moore et Jim Case, spéléologues de renom, arrivent sur place pour évaluer la situation. Ce qu'ils découvrent, les glaces d'effroi. Il ne reste plus que 46 cm d'air respirable à l'entrée de la grotte. L'eau continue de monter. L'équipe de secours comprend l'urgence mais fait face à un défi insurmontable. Les tunnels sont submergés. La navigation devient quasi impossible. À l'intérieur, les traces de la lutte désespérée des étudiants sont visibles. Empreintes boueuses sur les parois, griffures dans la roche où ils ont tenté de s'accrocher, lampe à carbure abandonnée dont la flamme vacille faiblement. Le lendemain matin, l'eau s'est légèrement retirée. Les sauveteurs pénètrent enfin dans la grotte. À moins de 30 mètres de l'entrée, ils découvrent les corps de Kim Aldrich et Marsha Boyd. Ils ont succombé à la noyade quand l'espace respirable a complètement disparu. Terry Yoakum reste introuvable. Les sauveteurs espèrent qu'il a pu atteindre la montagne d'éboulis, une vaste chambre située à 150 mètres de l'entrée et culminant à 10 mètres de hauteur. Terry Yoakum avait réussi à franchir les passages inondés pour atteindre ce refuge potentiel. Il aurait pu survivre. Hélas, leurs espoirs sont anéantis. Le corps de Terry est retrouvé près de ses amis, preuve qu'aucun des 3 n'a réussi à échapper à la montée impitoyable des eaux. L'enquête révèle qu'à certains endroits, il ne restait plus que 2 cm d'air respirable. Ces 3 tragédies nous rappellent brutalement que la Terre recèle des dangers insoupçonnés. L'exploration souterraine exige respect, préparation et humilité face aux forces de la nature. Car sous nos pieds se cache un monde magnifique mais impitoyable, où la moindre erreur peut transformer l'aventure en tragédie éternelle.